La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup parler, parfois qui divise, mais qui est au cœur des préoccupations parentales et éducatives. L'éducation positive et la discipline bienveillante. Depuis quelques années, on en entend partout. Dans les livres, les conférences, sur Instagram, sur TikTok. Certains y voient une révolution éducative, d'autres une mode, voire une injonction de plus faite aux parents déjà épuisés. Alors aujourd'hui, prenons le temps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que ce n'est pas ? Comment ça s'applique concrètement à la maison, à l'école, au quotidien et surtout quels en sont réellement les bénéfices, mais aussi les limites. Alors finalement, qu'est-ce qu'on entend par éducation positive ? Ce terme, il est né d'un croisement entre les recherches en neurosciences affectives et sociales, notamment de Catherine Guéguin en France, Daniel Siegel et Tina Payne-Bryson aux États-Unis, et la psychologie humaniste et les mouvements d'éducation non violente. Alors, si je devais vous donner une définition de l'éducation positive, je dirais que c'est une éducation qui repose sur l'idée que l'enfant a besoin d'un cadre ferme, mais donné avec respect, empathie et bienveillance. Si on se base sur cette définition, ce n'est donc pas ni du laxisme, ni dire oui à tout, ni le fait d'éviter tout conflit. Mais ce serait plutôt poser des règles claires, mais les expliquer, accueillir les émotions de l'enfant, sans tout accepter, ou encore privilégier la coopération à la punition. En 2019, d'ailleurs, la France a adopté une loi interdisant explicitement les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire les gifles, les fessées ou encore les humiliations. C'est un signal fort, ça veut dire qu'il existe d'autres manières d'éduquer que celles qu'on a pu potentiellement vivre dans notre enfance. Alors, qu'est-ce que nous disent les neurosciences ? Les recherches sur le cerveau de l'enfant sont claires. Le cortex préfrontal, c'est celui qui gère l'inhibition, la planification et le raisonnement, n'est pas mature avant environ 20-25 ans, voire peut-être 30 ans. Les enfants réagissent donc beaucoup par impulsion et émotion, et une punition humiliante active le stress et bloque les apprentissages. À l'inverse, une posture d'adulte bienveillante et ferme favorise la sécurité affective, condition de l'apprentissage et de la régulation émotionnelle. Quelques exemples concrets, ou en tout cas un seul, sur un enfant par exemple qui a 5 ans et qui tape. Alors, s'il a 5 ans, forcément, quand il tape, ce n'est pas méchant. C'est surtout qu'il exprime un débordement. Si je le punis en lui criant dessus, il apprend surtout la peur. Si je l'arrête fermement mais calmement, par exemple en lui disant « je ne te laisserai pas taper », eh bien je sécurise, je mets un cadre et je l'aide à trouver un autre moyen d'exprimer sa colère. Alors justement, parlons-en de ce cadre sécurisant qui doit être posé dans la discipline bienveillante. L'éducation positive, ce n'est pas l'absence de cadre, bien au contraire. Les enfants, ils ont besoin de règles claires et de limites pour se sentir en sécurité. Alors, voici quelques principes de discipline bienveillante. On va tout d'abord nommer et expliquer la règle. Par exemple, à table, on mange assis, sinon on risque de se blesser. On va aussi être cohérent et constant. C'est pas une règle un jour et puis l'inverse le lendemain. On propose des choix quand c'est possible. Tu préfères mettre ton pyjama bleu ou ton pyjama rouge ? Ou bien alors tu préfères d'abord te brosser les dents et ensuite mettre ton pyjama ou faire l'inverse ? On va demander réparation plutôt que de punir. Tu as renversé l'eau ? D'accord, ça arrive. Eh bien, on va nettoyer ensemble. Et on va utiliser le renforcement positif. On va féliciter l'effort et pas seulement le résultat.
Un autre exemple à l'école, au lieu de faire un coin punition, on peut prévoir un coin de retour au calme où l'élève peut souffler avant de reprendre. Alors, vous allez me dire, oui d'accord, on a bien compris le principe, mais concrètement, comment est-ce qu'on applique ça au quotidien ? À la maison, on peut proposer des routines visuelles, par exemple des tableaux avec des pictos pour les routines du matin et du soir. On propose aussi un temps de qualité partagé, on fait des jeux ensemble, on peut lire, on peut cuisiner. Et puis, on n'hésite pas à afficher les règles familiales. On les écrit ou on les dessine ensemble. À l'école, les supports visuels pour les consignes permettent vraiment d'aider les enfants. On va proposer aussi de la coopération plutôt que de la compétition. Lors des conseils de classe ou des cercles de parole, on essaie de résoudre les conflits. On va inciter les jeunes à échanger. Et puis, pour les ados, c'est un petit peu pareil, même si c'est pas toujours facile. Alors, on va fixer des règles de sortie, des règles de temps d'écran, mais on va surtout en discuter ensemble pour ne pas imposer ses idées. On va aussi prendre en compte leurs besoins d'autonomie, tout en gardant des limites claires. Alors, il y a des bénéfices, oui, mais il y a aussi des limites. Et on va en parler juste après. Alors, les bénéfices, quels sont-ils ? On voit moins de conflits explosifs, davantage de coopération et d'autonomie, une meilleure estime de soi pour l'enfant et moins de culpabilité et de cris pour les adultes. Par contre, on a effectivement quelques limites. Ce n'est pas notamment une baguette magique. Un enfant, il ne va pas devenir entre guillemets sage du jour au lendemain. Et puis, certains parents vivent ça comme une injonction de se dire il faut être bienveillant H24 et ça peut les faire culpabiliser. Et ça demande du temps aussi, de l'énergie et parfois un accompagnement parce que ce n'est pas toujours inné et on ne sait pas toujours comment faire ou quoi dire à ses enfants. Alors l'important, ce n'est pas de chercher la perfection, mais de faire de son mieux. L'éducation positive et la discipline bienveillante, ce n'est pas céder ni lâcher prise totalement. C'est vraiment trouver un équilibre entre la fermeté, la clarté et tout ça enveloppé de respect et d'écoute. Alors en 2026, peut-être qu'on pourrait essayer de transformer un petit peu notre quotidien. Moins de cris, plus de coopération et surtout davantage de liens. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans la chronique de Chloé pour une nouvelle étincelle éducative. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.